attend que ça démarre. Alors, bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté cette interview du coup sur ma chaîne Coaching Communication. Je suis ravi de t'interviewer du coup. Écoute, bonjour Raphaël, et puis merci à toi d'avoir songé à m'inviter, ça m'honore. Ok, alors du coup, on va parler de la vente comme souvent sur ma chaîne et notamment dans les domaines techniques. Et du coup, est-ce que avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aussi parler de comment toi tu as développé ton entreprise, qu'est-ce qui est pour toi aussi les bases. Mais peut-être qu'avant de rentrer dans ça, on pourrait déjà t'écouter un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton activité, ce que tu fais, comment ça se passe? Écoute, moi déjà, je m'appelle Sandrine Morin, et puis donc je suis aujourd'hui coach spécialisée dans l'accompagnement ou l'évitement du divorce et de la séparation, ainsi que de ce que j'appelle le renouveau amoureux. Mais avant ça, j'ai une expérience en background d'avocat spécialisé dans ce domaine de la séparation et du divorce, puisque j'ai exercé cette activité d'avocat pendant 16 années. Donc ça, c'est déjà un sacré background. Et puis à l'occasion de ma propre séparation, de mon propre divorce, j'ai complètement fait un virage à 360 puisque j'ai choisi de me spécialiser en tant que coach avec une orientation neurosciences dans l'accompagnement du divorce et de la séparation parce que je trouvais qu'il y avait un vrai manque à ce niveau-là. Quand j'exerçais mon métier d'avocat, je trouvais que les gens étaient vraiment démunis émotionnellement quand ils étaient confrontés à une séparation. Et j'en ai pris l'ampleur, si tu veux, quand moi-même, j'ai été confrontée à cette épreuve du divorce. Voilà pourquoi j'ai choisi cette reconversion. Oui, et d'ailleurs, je voulais dire que pour nos auditeurs, j'ai suivi ton accompagnement et deux fois, en fait, on pourrait dire, puisque c'est grâce à toi que j'ai rencontré ma première compagne et celle avec qui je suis actuellement en couple. Donc, voilà, en tout cas, pour nos auditeurs, je recommande vivement tes services. Alors, Merci. du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, Moi, je parle beaucoup, du coup, sur ma chaîne de vente aussi, de développer son entreprise de manière plus générale. Et je sais qu'on a pas mal discuté de la loi d'attraction ensemble. Oui. Il y en a qui voient ça des fois de manière spirituelle, il y en a d'autres qui voient ça plus de manière scientifique. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, c'est quoi déjà la loi d'attraction? Et du coup, comment ça Mais se matérialise concrètement, quoi? écoute, pour moi, c'est vraiment très simple. C'est juste quelques mots que je vais te dire. Euh, en fait, tu attires, parce que la loi de l'attraction, hein, c'est tu attires à toi ce que tu crois, mais aussi ce que tu crains. Et en fait, ça se résume à cela. Donc, à quoi tu crois dans la vie et qu'est-ce que tu crains? Et c'est ça qui va se matérialiser. Donc, effectivement, si tu crois que le monde extérieur est hostile, si tu crois que tu es entouré d'arnaqueurs, si tu crois que les vendeurs sont des malotrues, etc., enfin, tu vas créer ça dans ta vie. Hein. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher, débusquer tout ce que tu peux avoir comme croyance limitante sur la vie, sur les autres, ainsi que sur toi-même. Ça, c'est le job principal. Hein. Voilà. Et alors, du coup, en quoi les croyances limitantes sont reliées à la loi d'attraction? C'est quand en fait on pense quelque chose, on l'attire, même si on pense dans le sens je ne veux pas quelque chose, on l'attire aussi. Du coup, c'est ce que tu es en train de dire. Et si tu veux, tes pensées, tes Mhm. pensées, elles sont structurées par ce que tu crois sur la vie, sur les autres et sur toi-même. Tes pensées, elles vont elles-mêmes générer des émotions. D'accord? Et ce sont tes émotions qui te mettent finalement dans l'action. Hein. Émotion du latin ex movere, se mettre en mouvement. L'émotion, c'est aussi, en termes d'attraction, ce qui fait que tu vas attirer à toi telle ou telle situation. Donc, tu vois un petit peu le cheminement. C'est pour ça que je parle de croyances, parce que si j'ai des croyances, effectivement, dites limitantes, évidemment, si je pense que le monde extérieur est hostile, c'est pas quelque chose qui va me porter, qui va me donner confiance en moi et en la vie. On est bien d'accord. Donc, ces croyances-là, elles vont structurer des pensées du genre à quoi bon, de toute façon, c'est trop dur, c'est trop compliqué, avec des émotions du genre peur, repli sur soi. Et puis donc, évidemment, tu as un langage non verbal quand tu as ce genre d'émotion qui fait fuir n'importe qui. Hein. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. D'accord. Et du coup, comment on peut relier ça avec le couple, puisque toi, tu t'occupes des couples, et Ouais. aussi d'un autre point de vue, je pense que c'est peut-être un peu différent, quoique ça peut avoir des points communs,
avec aussi le développement d'une entreprise, puisque toi, tu as ta propre entreprise et tu travailles aussi beaucoup avec des entrepreneurs. Donc du coup, comment en fait on relie cette loi d'attraction avec ou le développement de sa vie sentimentale ou le développement de sa vie professionnelle? Écoute, comme je viens de te le dire, il faut aller débusquer les croyances limitantes. Et ça, c'est un vrai travail parce que, en réalité, tout tant qu'elles ne sont pas identifiées, elles sont inconscientes. Donc, c'est pour ça qu'un accompagnement s'avère parfois nécessaire, ou déjà une sacrée introspection sur soi. Qu'est-ce que je crois sur les autres? Qu'est-ce que je crois sur la vie? Parce que notamment, quand on a du mal à développer son business, c'est que généralement, il y a beaucoup de croyances limitantes sur l'argent. Comment tu peux espérer vouloir donc avoir une affaire lucrative et puis voir quelqu'un passer dans une voiture de luxe et dire oh là là, pour qui il se prend, il se la pète avec sa bagnole de luxe. Enfin, tu vois un peu. Et donc ça, évidemment, en termes de vibration, en termes d'émotion, ça fait que bah, tu envoies un message fort pour dire finalement, c'est sale, l'argent c'est sale, en gros. Hein. Donc c'est important d'aller s'intéresser effectivement aux croyances limitantes concernant toi-même, donc tes capacités. Est-ce que, est-ce que je le vaux bien, etc. Donc travailler peut-être l'estime de soi, c'est souvent un axe de travail très important pour développer ses capacités de vendeur ou de chef d'entreprise. Et puis aussi d'aller examiner peut-être ce que j'ai reçu comme message de mes parents pendant mon éducation, parce que les croyances limitantes, bien souvent, ce sont nos éducateurs hein, qui nous les transmettent. Donc toi, tu peux avoir envie finalement d'être un chef d'entreprise investi, brillant, etc. Et puis tu as été élevé par des parents besogneux qui peut-être travaillent à l'usine et qui ont une vision du monde qui est différente de celle que tu voudrais avoir, mais toi, tu en es emprunt. Et c'est peut-être inconscient, mais c'est ça qu'il faut aller faire remonter à la surface si tu veux changer un petit peu les résultats que tu vas obtenir dans ta vie. Alors ça, je l'entends très bien, et c'est vrai que pour les gens qui démarrent une activité entrepreneur, j'en ai vu beaucoup qui ont effectivement ces peurs, ces croyances, l'argent c'est sale. Et c'est marrant parce que même à mon niveau ou d'autres niveaux d'entrepreneurs que je vois autour de moi, il y a ce que j'appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que même si on arrive à développer son chiffre d'affaires, je ne sais pas si tu l'as vécu toi-même, il y a des moments où en fait on reste à stagner, un peu comme dans n'importe quelle discipline, et on n'arrive pas à passer encore une fois au niveau au-dessus. Et donc là aussi, il y a encore peut-être des croyances à débloquer, même pour les évolutions en fait dans une entreprise également. Bah, des croyances à débloquer, puis peut-être une vision à avoir aussi, parce que si tu veux développer son chiffre d'affaires, oui, mais pourquoi faire? Hmm. Le pourquoi est très important en fait. Hein. On le sait tous, quand on est dans le développement personnel, on sait bien que si on veut atteindre un objectif, en fait, ce qui va te donner la motivation, ça va être comme disent les anglo-saxons, ton why, hein, ton pourquoi tu le fais. Hmm. Et tout le temps que ça, c'est pas clair, et tout le temps que tu n'as pas une vision exacte de ce que ça va transformer dans ta vie, que d'être un chef d'entreprise accompli, eh bien, ça va être flou. Hein. Euh, Tu sais, c'est une question de focus. Si je mets mon focus, tu sais, j'aime bien faire cette analogie avec les anciens appareils photo. Hein. Si je mets bien mon focus sur quelque chose, tout le reste autour va devenir flou. Donc, si j'ai un focus très précis sur là où je veux aller, effectivement, les embûches, etc., tout le reste autour va devenir flou. Alors qu'à l'opposé, si je mets tout mon focus sur les inconvénients, les embûches, etc., c'est tous les avantages et tout mon why qui va devenir flou. Parce que je ne l'aurais pas clairement identifié, que je n'aurais pas mis mon focus dessus. Donc là, ça me rappelle Simon Sinek, c'est ça, je crois, qui parle beaucoup du why. Et du coup, comment on la développe, cette vision dont tu parles? C'est-à-dire, il faut se demander, ce serait quoi les questions, entre guillemets, à se poser pour développer une vision? C'est pourquoi je veux faire une entreprise? Pourquoi, Mm. pourquoi je veux gagner plus? À quoi je veux contribuer? Est-ce que tu aurais des pistes de réflexion là-dessus, sur des questions à se poser pour développer sa vision d'entrepreneur, en fait? Ben oui, déjà, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les personnes qui me sont chères? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Mais qui ça va me permettre de devenir et d'être? Parce que si tu veux, moi, je crois beaucoup plus à l'être qu'au faire ou à l'avoir. Je pense que si tu as une vision très très forte d'un être en devenir,
ça va sans doute être sacrément plus motivant que un faire ou un avoir. Enfin, ça, c'est vraiment mon point de vue. D'identifier peut-être ce que tu ressentirais en termes d'émotion, peut-être de fierté, de satisfaction personnelle, etc., si tu avais accompli telle ou telle chose, tu vois, tel ou tel challenge. Voilà. Parce que souvent, on a besoin de reconnaissance, puis déjà de se reconnaître soi-même. Tu vois? Donc, bah, quand tu débutes dans une activité, moi je me souviens de mes débuts d'avocat, tu sais, c'était bah oui, c'est quelque chose quand tu te retrouves au tribunal avec des personnes qui ont le double de ton âge et qui ont 20 ans de barreau et que tu te mets à défendre un dossier, etc. Bon, il faut sortir de sa zone de confort, mais si déjà tu as la vision de qui tu veux devenir, euh, moi je crois beaucoup aussi à la modélisation, tu sais. J'ai toujours fait ça, observer ceux qui m'inspiraient et étudier pourquoi ils m'inspiraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement, ces gens-là? Quelle attitude ils avaient pour justement être inspirants à mes yeux? Hmm. Et du coup, comment toi, tu as démarré ton activité d'entrepreneuse maintenant, si on reprend plus ton histoire, donc tu aides les couples à créer des liens ou à redémarrer après une rupture. Comment ça a démarré? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as eu des difficultés justement, toi, dans cette démarrage, dans cette légitimité? Je sais que souvent, quand on passe du salarié à entrepreneur, c'est pas une transition qui est toujours facile. Hmm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit Écoute, peu? bon, moi, une chose est certaine, c'est que j'étais déjà chef d'entreprise. J'étais chef d'entreprise depuis longtemps, puisque j'avais mon propre cabinet d'avocat. Euh, Mais c'était quand même sacrément challengeant parce que quand tu quittes le confort, entre guillemets, parce que c'est quand même sacrément challengeant comme travail. Mais en tout cas, aux yeux de tous, le confort d'un cabinet d'avocat qui t'appartient, qui tourne bien, pour devenir coach, et j'ai commencé par me former à l'hypnose, hein, t'as qu'à voir. T'imagines qu'il fallait sacrément prendre du recul par rapport au regard des autres, hein. Parce que là, on se demande si t'es pas tombé sur la tête, hein, à vrai dire. Donc, déjà, effectivement, se centrer sur, peut-être écouter son cœur, ce que dit ton cœur. Parce que moi, si j'avais écouté ma tête et ce que les autres pensaient de moi, ben, j'aurais rien fait, tu vois. Hmm. Donc, moi, une chose est certaine, c'est que j'ai ressenti comme un appel quand, euh, quand j'ai moi-même été confrontée au divorce, à la séparation. Le développement personnel, la formation de coaching m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je me suis fait accompagner moi-même et là, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire. Tu vois, voilà, c'était plus la tête qui parlait, c'était vraiment le cœur. Et je pense que quand tu fais les choses avec le cœur, ben, tu obtiens des résultats différents que lorsque tu fonctionnes exclusivement avec la tête. Je dis pas qu'il faut pas réfléchir, hein, et pas avoir de stratégie, bien sûr, mais écouter davantage son intuition, même si ça fait peur parfois. Et alors, du coup, parce que ça, c'est une question que je réfléchissais justement avec ma compagne et des amis il n'y a pas longtemps, sur comment différencier justement ce qui est de l'ordre de ce que tu appelles l'instinct ou l'intuition, le côté de la petite voix dont tu parles là, avec nos émotions, par exemple, comme la peur, le stress ou même le désir, mais qui peut être plus lié à la comparaison ou autre, parce que pourquoi je te pose cette question? Parce que je vois de plus en plus de gens qui, parce que c'est à la mode, se lancent dans le coaching ou qui veulent être Mm. justement riches mais qui ne savent pas vraiment pourquoi, comme tu le disais avant. Et donc, du coup, comment toi tu séparais l'intuition, c'est-à-dire la petite voix qui nous parle, de plus nos peurs ou nos envies, mais qui sont plus liées à quelque chose de compulsif qui n'est pas une vraie intuition en fait. Mm. C'est pas toujours évident de séparer les deux générations. Mais en fait, je pense que ça passe par le corps, tu vois. Euh, En même temps, c'est quelque chose dont j'ai du mal à parler parce que euh, finalement, ça fait pas si longtemps que ça que j'écoute mon intuition. Enfin, j'essaie de l'écouter de plus en plus parce que à chaque fois que je l'écoute pas, j'en paye j'en fais les frais à vrai dire. Vraiment, vraiment, tu vois, quand j'ai une intuition que je l'écoute pas et que c'est ma tête qui décide, j'ai des mauvaises surprises derrière, hein. Donc, j'écoute vraiment de plus en plus mon intuition. Mais c'est ça, c'est comme, ça passe par le corps. Tu vois, moi, j'ai comme, c'est comme une espèce d'ouverture là, d'élan de chaleur au niveau de la poitrine
une intuition ou au contraire, ça c'est une intuition positive, tu vois, mais des fois quand c'est une intuition négative sur quelque chose, je dis, oula, comme si je devais me méfier de quelque chose, comme si, eh bien, tu vois, c'est comme quelque chose qui serre dans la gorge. Alors, je ne pense pas que ça se place comme ça pour tout le monde, mais je pense qu'on peut tous demander à notre inconscient de nous amener la possibilité de ressentir l'intuition en passant par le corps. Et une intuition positive va passer par un endroit et une intuition négative par un autre endroit. Et donc, moi, c'est plutôt ça. C'est, tu vois, ça serait plutôt dans la poitrine, voire dans la région du plexus solaire pour quelque chose de positif. Et quelque chose de négatif, ça va plutôt être, tu vois, quelque chose qui se serre dans la gorge. Donc, mais chacun peut développer ça. Et pour ça, si tu veux, il faut le temps aussi de ralentir. Prendre le temps de ralentir pour réussir. Parce que bien souvent, quand on est dans le feu de l'action, dans l'entrepreneuriat, on est bille en tête, on a un plan à la minute, tu vois. Et en fait, le plus grand secret, c'est quand même de s'accorder des plages de temps pour ralentir. Parce que cette intuition, justement, si tu veux pouvoir l'écouter, il faut t'arrêter. Tu t'arrêtes pas, tu l'entendras pas. C'est vrai que quand j'ai fait ton accompagnement, on avait vraiment fait tout un travail de développement des émotions, de reconnaître ses émotions, de les comprendre, de s'écouter. Et c'est vrai que c'est un travail, hein, tu nous l'avais dit, et puis c'est quelque chose que j'ai développé aussi grâce à toi, qui est pas évident et qui demande vraiment du temps en fait à apprendre à s'écouter. C'est quelque chose surtout dans notre société où ça va toujours vite, qui est pas si évident que ça en fait finalement. Mais oui, on va de plus en plus vite et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Puis on est surtout très sollicité. Tu sais, on n'a pas le même âge tous les deux, hein. Clairement, moi, quand j'ai débuté ma carrière d'avocat, je n'étais pas sollicitée comme on est sollicité aujourd'hui. Les mails qui arrivent toutes les 2 secondes, etc. Enfin, les notifications en tout genre. Enfin, moi, j'ai pas connu ça, hein. Moi, j'ai connu, au début, c'était le fax, hein, tu vois. Donc, déjà, quand tu voyais des fax arriver à 19h le soir, on faisait la tête. Mais t'imagines, là, maintenant, enfin, on est sursollicité et notre cerveau, il n'est pas calibré pour ça à la base, hein, mais pas du tout. Donc, Mhm. si tu n'en prends pas conscience, tu te brûles. Tu te brûles. Donc, ça va quand tu es tout jeune, mais bah, au fil du temps, tu finis par effectivement t'user. Donc, c'est important de préserver ses batteries. Et puis, je te dis, pour écouter son intuition, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, tu n'entendras rien du tout. Mhm. Bah, c'est vrai qu'en plus, si on revient un peu à l'entrepreneuriat ou à la prospection commerciale, j'avais vu que c'était un des domaines où il y avait le plus de stress, de burn-out, d'anxiété quasiment de tous les domaines. Le domaine commercial est un domaine très, très stressant, très anxiogène. Moi-même, j'ai été directeur commercial, j'ai vu à quel point on nous met la pression, on nous compare, on nous juge, on met des statistiques, des indicateurs de performance comme ça. Oui. Donc la question, c'est vraiment aussi comment on peut, par exemple, si on revient à la vente, à la prospection commerciale, garder justement cette énergie, cette volonté dans le temps, sans se cramer les ailes, comme tu dis. Et, Mm. et du coup aussi sur la prospection, je vois tellement de commerciaux qui sont excités pendant 2 semaines, puis ensuite ou 2, 3 mois, Ouais. puis ensuite qui tombent comme des mouches. Donc, Et oui, pour maintenir cette motivation et puis avoir la certitude d'atteindre son objectif, tu sais, le problème, c'est que généralement, quand on se fixe un objectif, que ce soit en entreprise ou ailleurs, hein, euh, donc on a un résultat qui est celui qu'on a aujourd'hui et donc on a un résultat qui est visé, d'accord? Et pour aller de ce résultat qu'on a aujourd'hui à ce résultat visé, on met en place un plan d'action. Et puis allez, hop, 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 on y va. Sauf que ça marche pas bien du tout. Ce qui marche, en fait, parce qu'il faut avoir à l'esprit que ta situation actuelle, elle est soutenue par quoi? Elle est soutenue par une psychologie. La psychologie que tu as aujourd'hui, elle fait que tu as les résultats que tu obtiens. Mais ta psychologie, elle est elle-même soutenue par quoi? Par tes habitudes. Tes habitudes de pensée, tes habitudes de vie, euh, des rituels, si tu veux, hein. Donc, penser que je vais pouvoir avoir un nouveau résultat en ne changeant pas de psychologie et donc en ne changeant pas mes habitudes, ça, c'est complètement illusoire. Ça ne peut pas marcher dans le temps. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est déjà qu'est-ce que j'ai comme habitude de vie. Parce que si j'ai l'habitude, je te donne un exemple tout bête, hein, de boire de l'alcool tous les soirs et plus qu'il ne faut, de me coucher à pas d'heure,
de jamais faire de sport, de ne pas prendre de temps de pause, par exemple, effectivement, pour, tu sais, comme je te dis, ralentir pour réussir, etc. Bon, ben, si je fais rien de tout ça en termes d'habitude, évidemment, au bout d'un moment, je vais avoir une psychologie qui va être négative. Hein. Je vais être plutôt, je vais être fatiguée, mais finalement me remettant pas en question, en accusant peut-être le monde extérieur, tu sais. C'est facile de dire, oh là là, on a trop de boulot, c'est pas possible, trop sollicité. Mais en même temps, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir assumer ça, hein? Si tu n'as pas ton compte de sommeil, si tu manges déséquilibré, enfin, tu vois, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Donc déjà, commence à regarder ce que tu as comme habitude de vie, comme habitude de pensée, comme habitude de fréquentation aussi. Tu sais, c'est tout un ensemble en réalité, parce que si je fréquente que des gens qui ont zéro ambition le soir après mon boulot, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, assurément, tu vas avoir du mal à avoir une psychologie de gagnant. Donc, c'est tout ça l'important. Enfin, voilà, je vise un résultat. Eh bien, pour obtenir ce résultat, je dois changer ma psychologie et donc examiner quelles sont mes habitudes et en changer. Et il y a une phrase que j'aime bien partager à ce sujet, c'est que les amateurs se fixent des objectifs, alors que les leaders, eux, se fixent des rituels. Donc des rituels de réussite. Donc, par exemple, oui, ben, en semaine, je me couche à une certaine heure parce que le lendemain matin, je vais me lever très tôt, commencer à faire mon sport, peut-être faire 5 minutes de méditation, etc., pour être vraiment dans un bon mindset avant d'entamer ma journée et d'aller voir mes prospects. Et du coup, ça me fait penser, puisque tu parlais de prospects, que j'ai remarqué que dans ma carrière d'entrepreneur et en regardant d'autres personnes, tu m'avais dit une autre phrase aussi qui m'avait beaucoup impacté, c'est que qui était liée au couple, mais qui peut être aussi vrai pour les clients, qu'on a deux solutions, ou chercher ou attirer. Et c'est pas le même mouvement. Et donc du coup, je voudrais revenir sur cette question-là. Comment on peut faire pour arrêter de chercher les clients et faire en sorte davantage de les attirer? Comment on peut arrêter dans cette énergie d'aller convaincre l'autre et plutôt de faire en sorte que par ce qu'on dégage ou ce qu'on est, ce soit plus les prospects qui viennent à nous que nous qui venons à eux. Ben, tu sais, en fait, je pense qu'il faut être congruent. Moi, je crois beaucoup en la congruence. Si tu veux être coach minceur, mais que tu as 20 kilos de trop, je suis pas sûre que tu vas attirer beaucoup de clients, tu vois. Si tu veux, comme moi, être coach en divorce positif, parce que je me présente comme experte en divorce positif, clairement, il faut que tu aies rebondi après ton divorce, il faut que tu aies l'air plutôt épanoui, puis que tant qu'à faire, tu aies refait ta vie, que tu sois heureuse en couple, tu vois. Et c'est à partir du moment où moi, j'ai pu dire oui, j'ai tout ça, que j'ai commencé vraiment à attirer cette clientèle-là. Hein. Parce qu'avant, je me cherchais, je ne savais pas vraiment où je voulais aller en tant que coach. Je voulais un petit peu tout faire comme beaucoup au début. Et puis, une fois que tu as cette congruence, bah, finalement, naturellement, les clients vont venir à toi. Donc, tu vas faire ton identité aussi, un petit peu en fonction de la clientèle qui vient à toi et de ce que tu aimes faire. Tu vois? C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui dans le coaching ou dans leur activité, ont cette espèce de syndrome où ils veulent tout faire à la fois, et ils ont peur que s'ils se spécialisent, ils se limitent en même temps. C'est Oui. vraiment un truc que je vois très souvent, ça. Et en fait, c'est tout le contraire. À partir du moment où tu deviens très spécifique, déjà, bah, tu es bien meilleur parce que tu traites du même sujet la plupart du temps, mais comme quand tu es avocat, hein, quand tu es avocat spécialisé, tu es meilleur que si tu es généraliste, hein, c'est évident, parce que tu deviens plus pointu et à force de traiter du même sujet avec toutes les déclinaisons possibles, eh bien oui, tu deviens hyper spécifique et tu as une qualité de service qui est différente. C'est. Et donc, à partir du moment où toi, tu incarnes ce que tu proposes, ce que tu prônes, entre guillemets, bah oui, naturellement, il y a le bouche à oreille qui se fait, mais il y a aussi ce que tu véhicules quand on fait une interview comme ça, une vidéo, un Facebook Live ou n'importe quoi. Si la personne qui t'écoute voit que manifestement tu incarnes, que tu ressens ce que tu dis, les choses, elles se font, quoi. C'est vrai que j'avais fait une vidéo comme ça, je me rappelle, qui était mal floutée, avec le son qui était pas terrible, et j'étais pas particulièrement bien habillé, j'étais pas forcément en forme. Et,
Et je parlais d'échecs en plus, je parlais que j'avais raté quelques affaires, que j'étais pas bien, et j'expliquais comment j'avais rebondi après ça. Et c'est marrant parce que c'est une vidéo qui vraiment, je pensais que je l'avais fait juste pour. Je l'avais même pas fait vraiment avec l'intention de vendre, plus parce que j'avais besoin de dégager tout ça avec un ami en discutant. Et j'ai eu trois personnes qui m'ont contacté pour démarrer un accompagnement suite à cette vidéo. Et je me suis vraiment dit, bah, finalement, les gens doivent quand même ressentir un peu comme tu dis, la congruence, parce que Mm. il y avait quelque chose d'authentique qui se dégageait, quoi. C'est ça. L'authenticité, c'est exactement le mot que j'avais envie de te partager. Quand tu es authentique, c'est pas grave hein, de se planter, c'est pas grave d'avoir des échecs. Le tout, c'est de dire effectivement comment j'ai rebondi derrière. Donc moi, je ne cache pas, par exemple, que j'ai mangé la poussière quand j'ai divorcé, que j'ai fait une dépression profonde, j'ai touché le fond. Je ne m'en cache pas du tout. Et, et je dis pas que ça a été facile non plus de s'en relever. Je dis juste que avec des bonnes stratégies, une persévérance, un engagement, etc., j'ai réussi à me reconstruire après une relation extrêmement toxique dont on dit que normalement on s'en relève jamais, tu vois. Et moi, j'estime qu'effectivement, je m'en suis particulièrement bien relevée. Voilà. Alors, je voudrais aborder un sujet un petit peu particulier, c'est que, bon, moi j'aime beaucoup la spiritualité, l'ésotérisme, ou tout simplement on pourrait dire la partie plus euh, non visible. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant des fréquences, des énergies pensées, hein, avec les électroencéphalogrammes, on peut voir aussi bah, les effets électriques, magnétiques de nos pensées. Donc, moi j'aimerais savoir si tu fais un lien justement entre la spiritualité, tu nous as parlé d'hypnose, qui est aussi la capacité à visualiser, enfin tout cet aspect un peu de l'imaginaire, de l'aspect de la créativité, avec la réussite d'une entreprise. Et est-ce qu'on peut faire des liens entre ça et la croissance d'une entreprise, entre notre capacité à voir aussi un peu le monde de l'imaginaire, on va dire? Écoute, euh, bien sûr, j'y crois. J'y crois. Alors, comment je vais t'en parler? J'en sais rien. Euh, là encore, tu sais, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ralentir pour réussir. Parce que si je veux voir des signes, moi, je suis très attentive aux signes que je peux Mhm. recevoir. Alors là, c'est encore au-delà de l'intuition. Tu vois, c'est, par exemple, je me pose une question et puis d'un seul coup, j'entends à la radio un truc qui carrément pourrait être la réponse. Tu vois? Mais si je ne suis pas attentive, si je ne crois pas que je peux effectivement recevoir des signes extérieurs, ben, je vais passer à côté. Moi, il y a un truc que je regarde beaucoup aussi, c'est que généralement, je suis en train de penser à quelque chose, par exemple à un projet, à une nouvelle idée, etc. Et hop, sur ma route, je vois une plume blanche. Quand je vois une plume blanche, je me dis, ah, ça, c'est bon signe. Tu sais, c'est comme si un ange avait laissé tomber une de ses plumes pour me dire, c'était sur la bonne voie, Sandrine, allez, vas-y. Euh, voilà comment s'incarne ma spiritualité. Puis bon, je médite, voilà, je médite quasi tous les jours, euh, plutôt des méditations guidées me concernant. Je dois dire que j'ai plus de mal avec la méditation en freestyle, alors peut-être un petit peu, tu sais, bah, parce que la méditation, ça peut être très court, hein, ça peut être 2 minutes, 3 minutes, donc ça, je le fais un peu, toi, de s'arrêter, ralentir pour réussir. Donc, fixer un objet et puis ne fixer que cet objet et rien d'autre, tu vois, et ramener ta pensée uniquement sur l'objet. Tu fais ça ne serait-ce que 2, 3 minutes. Ça permet vraiment de lâcher. Et puis, c'est ça le truc, c'est le lâcher prise parce que quand tu es dans le culte du résultat ou absolument avoir des clients, etc., à un moment donné, tu as bloqué le processus d'attraction. Si tu ne lâches pas prise, tu bloques le processus d'attraction. Donc, effectivement, tu vois, ce petit truc de lâcher prise euh, par la méditation, ou ça peut être complètement autre chose. Alors, c'est pas forcément de la spiritualité, mais lâcher prise par le sport, ça marche très bien aussi. Tu es bloqué dans un truc, tu te sens pas bien, va courir 20 minutes, ça va aller beaucoup mieux. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ce processus de lâcher prise, je le retrouve dans tous mes domaines de ma vie, et je pense que je ne suis pas le seul, et c'est tellement difficile d'arriver à lâcher prise, autant de visualiser, de réfléchir à ce qu'on veut. Bon, déjà, c'est quand même une première étape qui n'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai effectivement remarqué qu'à chaque fois, la dernière étape qui est la plus compliquée, c'est Mm. pas tellement de visualiser ou de faire des actions dans la direction de ce qu'on veut, c'est vraiment d'arriver à cet état de lâcher prise. Alors, quand on parle, du coup, ça m'intrigue beaucoup. Je me dis, mais comment on fait finalement pour, une fois qu'on a placé son intention, arriver à mettre un peu, à dégrossir un petit peu
tout ce côté challenge, performance pour arriver à être dans la meilleure énergie possible, quoi. Mm. C'est Écoute, vraiment moi, quand j'arrive pas à lâcher prise, tu sais quoi, c'est où je fais complètement autre chose. C'est-à-dire, j'arrête. J'arrête parce que tu sais, tu sens que ça bloque, tu n'arrives pas à faire ton truc. Je sais pas, par exemple, tu as décidé que tu allais écrire un article. Tu écris des articles, moi aussi j'écris des articles, j'aime bien écrire, mais parfois, c'est pas le jour, tu n'as pas l'inspiration. Puis tu sais, tu vas t'acharner, etc. Et là, tu vas faire des trucs pas terribles. Hein. Voilà, tu vas tourner en rond. Donc, le mieux à faire, c'est de lâcher prise. Mais parfois, là, tu veux pas. Hein. Donc c'est où tu arrives effectivement à le décider puis à faire complètement autre chose. Bah, tant pis, tu vas préparer des cookies avec ton gamin et puis tu auras plus d'inspiration demain. Ou alors, tu passes par le corps. Donc, comme je te disais, d'aller faire du sport. Moi, perso, je fais un peu de trampoline ou du hula hoop aussi, tu vois. C'est hyper physique et ça me permet de lâcher, de passer à autre chose. Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup. C'est bien éclairant. Et tu sais, c'est un peu comme ça me fait penser un peu au truc quand on a quelque chose qu'on cherche et puis c'est au moment où on arrête de le chercher qu'on a l'idée qui nous revient, quoi. C'est un peu le même processus. Carrément, oui. Bah oui. Mm. Alors, du coup, tu nous as beaucoup parlé d'habitudes dans cette interview et quelles seront les habitudes du coup que tu conseillerais à quelqu'un qui veut développer finalement le bon état d'esprit entrepreneurial? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu recommanderais par rapport à ça? Oui. Alors, la première bonne habitude à avoir, c'est de mettre en place un SOV. Un SOV, c'est un système d'organisation de vie. Tu vois? Le SOV m'a sauvé personnellement. Ok, Parce que, super. parce que si tu ne mets pas en place de système d'organisation de vie, tu vas rapidement faire que bosser. Hein. Parce que quand tu veux développer ton entreprise, ça devient peut-être euh, quelque chose qui va t'omnubiler et tu ne vas plus penser à autre chose. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que rapidement, tu vas avoir des déséquilibres dans ta vie. Et en fait, nous, êtres humains, nous compare souvent à un édifice, tu sais, à une maison. Nous sommes construits sur plusieurs fondations. Donc, il y a la fondation effectivement travail, donc en l'occurrence entreprise, développement d'entreprise, mais il y a aussi la fondation famille, la fondation couple, la fondation développement personnel, liens sociaux, etc. Et, euh, et quand tu surinvestis une fondation, un domaine, et que tu désinvestis les autres, bah, ce qui se produit, c'est que tu vas avoir une fondation qui va se briser. Par exemple, hop, ma femme me quitte, mon mari me trompe, d'accord? C'est la fondation couple qui s'effrite. La fondation famille, tu as tes enfants ou tes parents qui te font des reproches parce que ils ne te voient plus, tu n'es plus disponible, etc. Enfin, tu vois, voilà comment ça peut se traduire. Et l'équilibre de vie, pour être performant professionnellement, pour moi, c'est essentiel. Donc, prendre 1 heure par semaine, bloquer à ton agenda, toujours le même jour de préférence. Hein. Donc, ça peut être, si tu veux pas que ce soit la semaine parce que tu bosses, bah, bloque-le le week-end. Mais en tout cas, fais-le. Et si vraiment ce jour-là, c'est pas possible, bah, tu sais que automatiquement, ça sera fait le lendemain. Tu ne t'autorises pas à pas prendre cette heure-là. Et cette heure-là, en fait, c'est 1 heure de réflexion sur ta vie. Parce que toute la semaine, tu réfléchis sur ton job, tu réfléchis sur tes plans d'action, tu réfléchis sur tes rendez-vous clients, réfléchis sur tes investissements. Enfin, tu fais que ça toute la semaine. Mais le week-end, tu prends 1 heure pour réfléchir sur ta vie. Tiens, dans 3 semaines, là, je pourrais peut-être faire un petit week-end avec ma chérie. Et puis, on s'organise un petit truc. Comme ça, je fais la réservation. Tel jour, tiens, je me mets l'agenda, je me prends un quart d'heure pour m'occuper de chercher un hôtel ou un Airbnb, peu importe. Euh, Après, tiens, voilà, je pourrais peut-être aussi, tiens, prévoir un repas avec mes parents à telle date, etc. Je vais les contacter pour savoir si c'est possible. Tiens, avec mes enfants, je vais organiser tel truc, une sortie à la piscine tel soir après le travail. Bah, tu vois, en fait, tu prends 1 heure pour organiser tous tes domaines de vie pour la semaine à venir, le mois à venir et le trimestre à venir. Et pourquoi pas pour l'année aussi, parce que quand tu vas anticiper des vacances, etc. Mais en fait, tu vois, tu fais un tour d'horizon de tous tes domaines de vie, les potes aussi, c'est important. Mon développement personnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme formation qui va m'aider justement à avoir un meilleur mindset, par exemple, tu vois? Hmm. Donc, voilà. Et moi, cette heure-là, à l'agenda, je la trouve essentielle si tu veux pas te perdre de vue. Super intéressant. Je me rappelle qu'effectivement, c'est souvent les week-ends ou les jours de repos avec ma chérie
que j'ai le temps d'intégration, ce que j'appelle le temps de repos, et aussi le temps de créativité, parce que c'est souvent ces jours-là où j'ai le plus d'idées qui m'arrivent pour mon entreprise. Donc c'est drôle effectivement d'avoir, comme tu dis, dans ces temps de lenteur, c'est là où justement on prend de la hauteur, on prend du recul pour retrouver notre esprit créatif en fait. Oui. Donc, super bon conseil. Et du coup, à l'inverse, comment on fait pour éviter mais ça va un peu dans la même question, de rentrer dans ces états que tu as décrits, de surchauffe, de surcharge de travail. Pourquoi d'ailleurs déjà les gens rentrent dans ce genre d'état-là? Ils sont tellement motivés peut-être par leur entreprise qui ne pensent plus qu'à ça et ils finissent par être dans une énergie de désespoir, de frustration. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il y ait autant de personnes comme ça qui rentrent dans ces surcharges de travail en fait? Bah parce qu'il n'y a pas de temps de pause. Si tu veux, quand t'enquilles une journée de 10 heures, que tu as mangé un sandwich sur le pouce au-dessus de ton ordinateur, euh, enfin, tu vois, et que le soir, tu as zéro énergie, sauf celle peut-être de te mettre une heure devant Netflix et de t'endormir devant, bon, forcément, à un moment donné, tu déclines, hein, donc, et tu déclines, et puis donc ton cerveau, qui est alimenté aussi par le deuxième cerveau, hein, parce que quand tu as une alimentation très déséquilibrée, etc., c'est ton deuxième cerveau, hein, c'est ton intestin hein, qui va communiquer avec là et qui va dire ah, ça va plus du tout. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, ne serait-ce que guérir de dépression en changeant leur alimentation et leurs habitudes de vie. Hein. Déjà en prenant l'habitude de prendre une vraie pause, quand je mange, je ne fais que manger, je ne fais rien d'autre, je ne regarde pas la télé, je ne discute pas au téléphone, je ne regarde pas YouTube, enfin, je ne fais que manger, je mange des aliments frais, je prends le temps de mastiquer, euh, j'ai des repas équilibrés, enfin, rien que ça, puis faire un peu de sport, rien que ça peut te permettre déjà d'éviter tout ce fameux stress. Hein, parce que à un moment donné, ton corps parle, hein, ton corps parle. Donc le stress, finalement, n'existe pas. Hein. C'est la perception du monde que tu as qui fait que tu vas être stressé. Mais ça va être soutenu aussi par ta physiologie. Bien souvent, il suffit de changer sa physiologie pour changer sa façon de penser. D'ailleurs, j'aime bien faire cet exercice-là. Souvent, je dis à mes clients, tenez-vous bien droit, le dos bien droit, la tête bien droite, le menton relevé. D'accord? Et puis, on va se faire un grand sourire. Et tout en ayant ce grand sourire, je vais te demander d'avoir des pensées très négatives à mon sujet, hein, en ayant toujours le menton relevé. Tu vois? Voilà. De penser des trucs vraiment pas sympas, dégueulasses. Tu vois? J'arrive pas trop là. Mais non. En fait, tu n'y arrives pas parce que tu passes par une physiologie qui est extrêmement positive. Donc, tu ne peux pas avoir une mentalité négative. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, j'aime bien toujours passer par le corps et pas toujours être dans le mental. Donc, pourquoi je te dis il faut passer par le corps? Parce que tu me parlais du stress. Ah oui, si j'ai du stress, c'est qu'il faut que je repasse par le corps, que je sorte du mental et que je repasse par le corps. Donc, ne serait-ce que de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, assurément, là, je vais passer concrètement par le corps, je vais sécréter toutes les bonnes hormones, hein. Je vais changer ma neurochimie en sécrétant de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine. Et je vais me sentir beaucoup mieux parce que pendant 4 heures, je vais canaliser le stress, je vais canaliser mon taux de cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence. Donc, il y a plein d'astuces. Et ça fait partie des rituels dont je te parlais tout à l'heure. Quand je te dis les leaders, on se fixe des rituels et les amateurs se fixent des objectifs, ben, effectivement, la cohérence cardiaque 3 fois par jour, ça peut être un rituel gagnant si tu veux être définitivement à l'abri du stress. Alors, il y a un dernier sujet dont je voulais parler avec toi, c'était qu'on a beaucoup entendu durant l'accompagnement que j'ai fait avec toi, en coaching de groupe et même en individuel, les termes abondance, gratitude. Moi, Oui, maintenant, je suis un grand fan de ça. Hein. Je fais 3 gratitudes par jour grâce à toi, qui c'est aussi une bonne habitude d'ailleurs, que j'essaie de garder autant que ce peut. Je mets aussi des intentions, etc. oui. Alors du coup, ces termes-là, gratitude, abondance, sont utilisés partout. On les voit dans le développement personnel, David Laroche, Anthony Robbins s'en parle. Comment en fait on les développe selon toi, ou cet état d'esprit, ou cette énergie d'abondance et de gratitude? C'est vrai que quand on en parle comme ça peut être beaucoup des concepts abstraits pour beaucoup de gens. Et est-ce qu'il y a des manières de matérialiser ça Oui. dans sa vie? Ben, moi, je vais être très concrète, tu vois, parce qu'effectivement, ça peut paraître abstrait.
Dedans, quand tu as une vie qui ne te convient pas, ou que tu as des résultats qui ne te conviennent pas, te dire, mais c'est bien beau, mais comment je vais aller développer de la gratitude alors qu'en fait, je considère que j'ai une vie de merde. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'ai commencé à lire sur la gratitude aussi quand j'avais plus de travail, d'accord? J'avais quitté mon métier d'avocat pour me consacrer à ma famille. C'était le souhait de mon mari, et puis ça s'est très mal passé puisque ça s'est soldé par un divorce. Donc, j'avais plus mon cabinet que j'avais revendu. Euh, j'avais, j'avais quitté le domicile conjugal avec mes enfants. Puis bon, les amis, par la même occasion, enfin, tu vois un petit peu les amis, quand tu divorces, ça prend un peu la poudre d'escampette. Enfin, plus de travail, plus de couple, plus d'amis, ou peu. Hum, c'est pas forcément évident de ressentir la gratitude, tu vois. J'imagine, ouais. Et pourtant, j'avais lu que ça pouvait changer ta vie. Alors, je me suis engagée. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Quand tu t'engages vraiment dans un process et que tu respectes ton engagement, déjà, tu vas gagner en confiance parce que le fait de respecter ce que tu te promets à toi-même, en termes d'estime de soi, c'est très fort. Donc, j'ai commencé à prendre un petit cahier le soir auprès de mon lit et j'ai commencé à m'engager à faire, tu sais, le truc des 3 kiffs par jour. Donc, c'était euh, 3 kiffs, mais en fait, moi, j'avais résumé à, je dis 3 fois merci à quelque chose. Donc, et des fois, au début, c'était tout le temps la même chose, hein. C'était, je suis en bonne santé, parce que malgré tout, j'étais quand même en bonne santé. Mes enfants sont beaux et en bonne santé, et j'ai une belle maison. En fait, en gros, j'avais que ça à dire au début, tu vois, parce que je voyais rien d'autre. Mais c'était déjà bien de l'apprécier, parce que finalement, quand tu as des problèmes, tu mets tout ton focus sur le problème, et donc évidemment, tout ce qui est bien, ça devient flou, alors qu'il est rare quand même que tout aille si mal dans ta vie. Bon, moi, j'avais certes plus de job, plus de mari, plus d'amis, mais j'avais quand même des super gosses en bonne santé, très câlins avec moi, etc. Donc j'avais quand même cette chaleur-là. Cette raison de vivre là qui était quand même hyper importante et puis un cocon, tu vois mon décor derrière, voilà, j'aime ma maison, je suis bien chez moi, donc ça je l'ai amplifié, tu vois, j'ai appris à mettre tout mon focus là-dessus sur le fait que moi j'étais quand même en bonne santé, que c'était le principal, quoi. J'aurais pu me faire un bon vieux cancer, non, il valait mieux un bon vieux divorce finalement qu'un bon vieux cancer, tu vois. Et donc j'ai commencé à prendre cette habitude-là et petit à petit, ça s'est pas fait en une semaine, mais en quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à revoir des trucs que je voyais plus. Tu sais, j'ai commencé à revoir l'éclaircie au milieu du ciel gris, d'aller faire mes courses et puis tiens, de dire la caissière était tellement sympa, alors que c'est pas un métier gratifiant ou facile. Tu vois, je commençais à revoir des trucs, des petites choses de la vie, des petites choses du quotidien, mais qui mettent du sel dans ton existence, tu vois, qui donnent une raison de vivre. Et après, donc, j'ai développé ce process en allant un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante d'être ou d'avoir. Donc, je suis reconnaissante d'être toujours en bonne santé, d'avoir des beaux enfants, nanana. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Donc, c'est pour m'apprendre à apprécier ce que j'ai déjà, hein. Parce que le bonheur, c'est ça, c'est déjà de commencer par apprécier ce que tu as. Donc, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ensuite, je note 3 choses que j'ai appréciées dans ma journée d'aujourd'hui. Donc, ça peut être, effectivement, il a fait super beau, on a pu manger en terrasse, en famille et tout, c'était super sympa. J'ai passé une excellente soirée avec mon chéri, on a vu un bon film ensemble. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou des choses extraordinaires, ou des choses tout à fait simples, mais qui m'ont apporté du bonheur, du bien-être. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça m'oblige déjà dans la journée à être attentive à tout ce qui est bon, à tout ce que je vis qui est bon, parce que je sais que le soir, j'ai rendez-vous avec mon carnet et que je vais lui rendre compte de tout ça, tu vois. Et la troisième chose, c'est 3 intentions pour le lendemain ou pour les jours à venir. Voilà. J'ai l'intention d'être créative demain parce que je sais que je vais écrire un article. Donc, j'ai l'intention d'être particulièrement créative demain ou j'ai l'intention de mettre tout mon focus sur ce qui est positif dans ma vie. Tu vois, si pour le peu que j'ai eu des mauvaises nouvelles dans la journée, je pose l'intention le lendemain d'être vraiment mon focus sur ce qui est bon dans ma vie. Donc, finalement, ça fait 9 choses que tu écris, tu vois, 3 fois 3, 9. Voilà comment j'ai développé cet esprit de gratitude. Donc, pour ce que je vis, puis après pour ce que j'ai envie de vivre en posant les intentions aussi, tu vois. C'est une façon de programmer ton inconscient à ce que tu as envie de voir inscrire dans ton existence, en fait. C'est marrant parce que tous les exercices sont quand même très en lien avec l'hypnose, hein. Tu parles beaucoup d'inconscient, c'est vachement intéressant. Et, euh, et juste pour la petite anecdote, puisque tu connais un peu le langage des oiseaux, le cancer, c'est vrai que quand ça serre un peu trop fort, il vaut mieux relâcher.
Et donc, du coup, effectivement, tu as pu retrouver de la joie de vivre. Bah, écoute, c'était à peu près toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as, peut-être de manière plus libre, des choses que tu voudrais partager à nos auditeurs sur, sur justement, ou ton activité, ou l'entrepreneuriat en général, ou d'autres choses peut-être qu'on aurait oublié de mentionner qui sont importantes pour toi? Moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui ont envie d'entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs mais qui ont des doutes, euh, engagez-vous, engagez-vous à croire en vous et ne laissez jamais personne vous laisser, enfin, vous faire douter, d'accord? Et soyez attentif à qui vous avez dans votre entourage. Voilà. Parce que ça, c'est fondamental. Si je veux développer un mindset de gagnant, je dois m'entourer de gagnants. Si je veux développer un mindset d'entrepreneur, je dois m'entourer ou m'inspirer d'entrepreneurs. Donc, moi, je crois beaucoup en la modélisation, je crois beaucoup en la force, en l'énergie de l'entourage. Donc, c'est triste à dire, mais si vous avez des personnes qui vous tirent vers le bas par leur discours, par leur mentalité, ben, le mieux, c'est de petit à petit, parfois c'est pas facile parce que c'est des membres de la famille, hein, mais de petit à petit quand même prendre ses distances ou de stopper certaines conversations en disant non, mais moi, ce genre de discours, voilà, ça m'intéresse pas, ça me fait pas du bien. Voilà, d'être plus affirmé. Voilà, je voulais finir par ça parce que moi, ça a beaucoup contribué à changer ma vie aussi de m'entourer des bonnes personnes. Et pour autant, c'est quand même important d'avoir des amis qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat quand même. Moi, j'ai des amis qui Ah sont... non, mais on est bien d'accord, mais tu as peut-être des amis qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais qui sont hyper positifs. C'est ça, oui. Ils vont t'encourager quand tu as des succès ou des réussites. Tu vois, Ouais, ils ouais. vont pas te faire douter de toi la moindre chose. Donc, tu crois que ça va marcher ton truc? Non, mais n'importe quoi. Enfin, Oui, tu vois, c'est ça. ah, non, non, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir des amis entrepreneurs pour être entrepreneur. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais par contre, effectivement, va t'inspirer quand même des entrepreneurs qui réussissent. Donc, essaye de les côtoyer. Et Ça, c'est c'est pour quand même un bon deal. Par contre, oui, essaye d'avoir des amis positifs. Fais de ton mieux pour avoir des amis positifs et qui ne vont pas aller saborder tous tes projets. Enfin, tu sais que moi, je t'ai déjà raconté l'histoire, mais quand j'avais fait mon tableau de vision, mon tableau de rêve, où Mhm. j'imaginais ma vie idéale, et notamment, j'avais imaginé mon partenaire de vie idéal. Mhm. Parce que j'avais toujours raté tout dans ma vie, enfin, d'un point de vue sentimental. Je réussissais en affaires, dans l'entreprise, justement, mais pas en amour. Donc, j'avais mis en image tout ce que je voulais réussir personnellement et amoureusement, on va dire. Et j'avais eu la bonne idée de montrer mon tableau, enfin la bonne idée, la mauvaise idée, hein, de montrer mon tableau à des amis qui venaient prendre un verre chez moi le soir. Ils se sont fichus de moi, mais un truc de fou, mais ça m'a poursuivi toute la soirée. Euh, donc, faire attention, je ne me suis pas laissée décourager. J'ai gardé mon tableau de rêve à côté de mon lit, j'ai continué à le visualiser, j'ai continué à y croire. Mais si j'avais été plus influençable, j'aurais peut-être mis dans un coin, j'aurais renoncé et tu vois, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui parce que tout ce que j'avais mis sur mon tableau de rêve, dans les 3 années qui ont suivi, tout s'est réalisé. Donc j'en ai refait un autre hein, depuis et puis j'ai déjà pas mal de choses qui se sont réalisées. Donc ça, c'est peut-être le dernier conseil que je vais donner à tes auditeurs, Raphaël, c'est mettez en image vos rêves. Il n'y a rien de tel pour formater votre inconscient, hein. On a dans le cerveau ce qu'on appelle le système réticulé activateur, qui est notre Google interne. Et on reçoit des milliers d'informations à la seconde et on n'est pas équipé pour faire le tri. Et donc, ce Google interne, là, il te permet de faire le tri. Alors, quand tu as mis en image tout ce que tu voulais réaliser dans ta vie, et que tu regardes ces images tous les soirs, eh bien, crois-moi que ton Google interne, il va faire en sorte, dans la journée, etc., de te faire saisir les bonnes occasions, les bonnes opportunités pour t'aider à réaliser tes rêves. Tu vois? Ah ben, non seulement je vois très bien, mais en plus on en a créé un pour moi, j'en ai créé un pour moi et j'en ai créé un avec ma copine actuelle grâce à toi. Et c'est marrant parce que je le regarde en même temps que je te parle et quasiment toutes les photos de ce truc, il y en a au moins la moitié aujourd'hui qui sont réalisées. Donc c'est quand même assez dingue de voir que ça fonctionne aussi bien. Et je voulais quand même rappeler à nos auditeurs que vraiment, toi tu donnes beaucoup d'outils, mais qu'il y a aussi quand même vraiment l'accompagnement qui est très important parce que c'est dur d'appliquer ça tout seul. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup besoin de ton aide, il y a beaucoup de rechutes et tout ça. Et donc, du coup, je voulais aussi terminer sur comment on fait si on a envie d'améliorer son couple ou de rebondir après
une rupture pour te contacter, pour te joindre ou pour te suivre, Sandrine? Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, moi, je suis très présente sur LinkedIn. Hein. C'est un réseau professionnel, mais j'y suis très, très présente. Donc, je publie régulièrement. Donc, à Sandrine Morin, tout simplement. Ensuite, je suis sur Facebook à Sandrine, l'experte du divorce positif. Et Ok. sinon, on parle bien de mon site www.sandrinemorin.coach, tout simplement. Voilà, ou par mail, mais vous trouverez tout ça sur mon site internet, donc www.sandrinemorin.coach. Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis pour nos auditeurs, si vous avez envie de dire quelles habitudes vous avez pris pour avoir un bon état d'esprit, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour vous faire un peu interagir avec nous. On vous dira si c'est des bonnes ou des mauvaises habitudes. Je rigole puisque toutes ces habitudes sont bonnes a priori. Mais n'hésitez pas à nous dire en tout cas comment vous faites pour avoir le bon état d'esprit. Et merci à toi, Sandrine, du coup, pour cette... Merci à toi, Raphaël. Merci à toi de ton invitation. J'ai été ravie de te retrouver pour cette interview. Et puis, ben, je vous souhaite à Aurélie et à toi tout le bonheur du monde Eh et une ben, longue route.